Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Catherine de Médicis. Outre sa légende noire propagée par ses ennemis, Catherine de Médicis reste avant tout une Italienne, l'épouse du futur Henri II en 1533, et reste longtemps effacée derrière la maîtresse du roi, Diane de Poitiers. À la mort de Henri II en 1559, elle devient régente. Elle révèle un formidable talent politique, mais elle est également la mère de trois rois de France. Elle tentera toujours, jusqu'à la fin de sa vie, de concilier les partis catholiques et protestants lors des guerres de religion. Si vous voulez en connaître plus sur Catherine de Médicis, suivez-moi. Catherine de Médicis n'est fille ni de roi ni d'empereur. Elle n'est donc promise à aucun souverain. Et c'est pourquoi on la marie à l'âge de 14 ans à Henri d'Orléans, second fils de François Ier. L'union toutefois n'est pas sans intérêt pour la France, tant l'héritage des Médicis est important. Fille de Laurent II de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique, Catherine de Médicis apporte en dot une fortune considérable. Sa mère meurt quelques jours après sa naissance, son père un peu moins d'un mois après. Pour veiller sur l'enfant, elle a pour tuteur un autre Médicis, le pape Clément VII. Un précieux atout pour le royaume de France de François Ier, qui n'a pas abandonné son rêve italien. Depuis 1494, la France est engagée dans les guerres d'Italie. François Ier, après sa défaite de Pavie en 1525, n'abandonne pas son rêve de conquête de Milan et de Naples, tous deux entre les mains de l'empereur Charles Quint. La mort de son protecteur Clément VII fait perdre tout intérêt diplomatique à Catherine de Médicis, aux grandes dames de François Ier dont les ambitions italiennes sont sérieusement écornées. Henri, l'époux de Catherine de Médicis, vit sous l'emprise de Diane de Poitiers, n'accordant que peu d'intérêt à une duchesse italienne dénuée de charme. Catherine de Médicis, résignée, accepte une condition fragile, qu'elle ne peut consolider qu'en donnant un enfant à Henri II. Elle tarde à être enceinte, et ses espérances de maternité sont plus impérieuses encore, à partir de 1537, après la mort du dauphin. Henri d'Orléans devient l'héritier du royaume et Catherine de France est appelée contre toute attente à devenir reine. Son devoir est donc de donner un fils à Henri d'Orléans. Quand en 1539, Henri revient d'Italie, vainqueur des Piémontais, avec que lui a donné Filippa Ducci, il est certain que Catherine de Médicis porte seule la responsabilité de la stérilité du couple, et déjà on parle de la répudier. En 1544, enfin, Catherine de Médicis met au monde un premier enfant, François, futur François II. 3 ans après, à la mort de François Ier, sa position est consolidée. Elle est reine de France et mère de l'héritier de la couronne. En 12 ans, Catherine de Médicis mettra au monde 10 fils et filles, dont 3 mourront précocement. Elle souhaite ardemment voir un jour l'aîné régner à son tour, mais ignore encore qu'elle sera la mère de 3 rois de France. À l'occasion du double mariage d'Élisabeth de France avec Philippe II, roi d'Espagne, et de Marguerite de France, sœur du roi, avec le duc de Savoie, un tournoi est organisé le 30 juin 1559. Au cours d'une joute se déroulant devant l'hôtel de Sully, Henri II est gravement blessé par Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. La lance de ce dernier s'étant brisée lors du choc contre l'armure du roi, celui-ci reçoit une écharde à travers son aume qui lui transperce l'œil. Il est transporté à l'hôtel des Tournelles, résidence royale. Malgré les soins apportés par les médecins, le roi meurt le 10 juillet 1559. La brutale disparition d'Henri II en 1559 projette Catherine de Médicis dans l'arène politique, où elle révèle son talent et ses qualités patiemment mûries durant plus de 20 ans, de soumission et d'humilité. Elle porte le deuil de son époux, qu'elle a sincèrement aimé, lui pardonnant sa passion pour Diane de Poitiers. Mais le noir, dont elle se pare désormais, est avant tout la marque visible de la nouvelle fonction qu'elle entend occuper, veuve et mère du nouveau roi. Catherine de Médicis endosse l'habit qui va avec son caractère. Son sens de la diplomatie et un réel esprit de pacification la poussent à se montrer aussi magnanime à l'endroit de Diane de Poitiers que ferme dans sa clémence.
La favorite doit restituer les biens que le roi lui avait offerts, à commencer par le château de Chenonceau. Si elle ménage en partie l'ancienne favorite, c'est qu'elle n'ignore en rien les puissants fidèles que Diane de Poitiers a, à commencer par les Guises. Les Guises essayent de s'imposer. Le nouveau roi, François II, seulement âgé de 15 ans, est certes majeur, mais ni sa santé maladive ni son caractère fragile lui permettent de régner réellement. Ses oncles, le duc de Guise et le cardinal Charles de Lorraine, s'emparent alors des rênes du gouvernement. Champions du parti catholique contre les protestants, les Guises entament une politique de répression brutale à laquelle Catherine de Médicis assiste, impuissante. François II ne règne que quelques mois et meurt en décembre 1560. La couronne passe à son frère, Charles IX, âgé de 10 ans. Catherine de Médicis manœuvre donc pour se faire attribuer la régence et obtient des États généraux le titre de gouvernante du royaume. Elle fait proclamer la majorité de Charles IX à 13 ans, ce qui le rend bien incapable de régner seul. Et quand devant le Parlement de Rouen, elle lui restitue solennellement l'autorité du royaume, Charles IX la prie de continuer à l'assister en la nommant surintendante de l'État. Cet État, elle a le souci constant d'en asseoir l'autorité au nom de son fils, et elle déploie pour ce faire une énergie infatigable. Ainsi prend-elle l'initiative de faire connaître le roi à ses sujets en lui faisant faire, de 1564 à 1566, un tour de France. L'autorité de l'État doit se voir aussi dans les édifices et les monuments, qu'ils hâtent la grandeur et la puissance. Chenonceau est agrandi, le Louvre est profondément remanié, Fontainebleau est poursuivi. Assistée d'un conseiller fidèle, Michel de l'Hôpital, Catherine de Médicis met en œuvre une politique déterminée de pacification du royaume, dangereusement mise à mal par l'antagonisme toujours plus vif entre catholiques et protestants. Catherine de Médicis n'est animée d'aucune passion religieuse. Fervente catholique, elle réprouve les thèses protestantes, mais elle sait bien que son rôle la place au-dessus de la mêlée. Mais il lui faut s'entourer d'autres femmes, jeunes et désirables, afin de redonner à la cour un souffle nouveau. Attention, Catherine de Médicis ne les choisit pas au hasard. Elle les veut de haute naissance. Il est primordial qu'elles soient belles et emplies de charme. Mais il faut aussi qu'elles aient de l'esprit, possèdent l'art de la conversation, ainsi qu'un certain talent au chant et à la danse. Elle les prend sous sa protection, les nourrit, leur fournit des toilettes somptueuses, assure leur entretien et leur avenir. C'est un véritable honneur pour les familles, ravies de lancer leurs filles dans le monde, presque certaines de leur trouver un mari. En retour, les demoiselles jouent le jeu, en devenant l'ornement de la cour, qu'elles égaient de leur élégance et de leur grâce. Le contraste est non seulement saisissant, mais bénéfique pour la reine-mère, car son escadron lui sert d'espion et d'informatrice. Elles seront les yeux et les oreilles de Catherine de Médicis. L'ultime calcul de Catherine de Médicis, en vue de favoriser un rapprochement possible entre catholiques et protestants, s'achève dans le drame de la Saint-Barthélemy, en août 1572. L'union de sa fille Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, patiemment et farouchement négociée avec la mère du Béarnais, Jeanne d'Albret, avait-elle la moindre chance d'aboutir? Le 22 août, le chef du parti protestant, l'amiral de Coligny, est blessé par un tir d'arquebuse. L'attentat provoque la fureur des Huguenots, rassemblés à Paris pour les noces d'Henri de Navarre et de la reine Margot. Dans la nuit du 23 au 24 août, Catherine de Médicis rassemble un conseil avec ses fils, Charles IX et Henri d'Anjou, qu'elle nomme lieutenant général du royaume. C'est à l'issue de ce conseil secret qu'une fureur sanguinaire s'empara de Paris, puis de la province durant plusieurs jours. Des milliers de protestants seront tués. Sa mort lance la succession pour le trône de Portugal, dont Catherine de Médicis estime posséder des droits et être plus légitime à s'emparer du Portugal que le roi d'Espagne Philippe II. Les revendications de la reine-mère de France sont un échec. Philippe II s'empare de la couronne à la suite de la bataille d'Alcantara, face à un autre candidat, Don Antonio, qui trouve refuge en France pour demander de l'aide à Catherine de Médicis. Ensemble, ils tenteront de reprendre le Portugal au roi d'Espagne depuis les Açores. Mais l'armada espagnole, dirigée par le marquis de Santa Cruz,
détruit celle française, commandée par Pietro Strozzi, cousin de Catherine de Médicis, réduisant à néant les espoirs portugais de la reine-mère. En 1574, Charles IX meurt, sans jamais avoir vraiment régné. C'est dans la couronne à son frère, Henri III, qui entend bien gouverner seul. Pour Catherine de Médicis commence alors le temps du retrait. Éloignée du pouvoir, elle reste cependant attentive à l'évolution politique d'un État qu'Henri III ne parvient pas à affirmer, alors que son frère, François, duc d'Alençon, s'impatiente de monter à son tour sur le trône. Mais en 1584, tout bascule. Le duc d'Alençon meurt. C'est le cinquième de ses enfants que la reine voit mourir. Henri III n'a pas d'héritier. La lignée des Valois, à laquelle elle a donné tant de fils, dont 3 ont régné, va s'éteindre. Ultime déconvenue pour la reine-mère, vieillie et fatiguée, l'assassinat du duc de Guise, commandité par Henri III, nouveau coup porté aux incessants efforts qu'elle aura déployés durant 25 ans pour garantir la paix dans le royaume. Catherine de Médicis meurt à Blois le 5 janvier 1589. L'Italie rayonne dans le royaume de France avec l'arrivée de Catherine de Médicis. Ses chefs florentins font découvrir à la France la brioche et les biscuits à la cuillère. Mais si les gourmandises plaisent, les légumes et les féculents aussi. À l'honneur, on les mange désormais avec une fourchette. Lors de son mariage avec Henri II, on sert des artichauts, légumes rares et inconnus. Et aussi des pâtes. Si le tabac n'est pas encore prisé, quand Catherine de Médicis l'introduit en France, c'est parce qu'elle l'utilise à des fins thérapeutiques, sous forme de poudre. C'est Jean Nicot, diplomate français en exercice au Portugal, qui fait parvenir à la reine de la poudre de tabac afin qu'elle puisse soigner les migraines de son fils François II. Comme on l'a vu, Catherine de Médicis a dû affronter de nombreuses épreuves. La mort de son mari, celle de ses enfants et surtout les guerres de religion qui ravagent tout le royaume de France, dont elle tentera de trouver une issue pacifique et de réconcilier les catholiques et les protestants durant toute sa vie. Elle meurt en 1589 avant de voir son fils préféré, Henri III, se faire assassiner et la dynastie des Valois s'éteindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien. Je vous remercie.